Donc pour en parler, évidemment, il y a cette grande thématique, c'est la prévention. Est-ce une nécessité économique ou la poule aux œufs d'or? Ça en a fait réagir à un certain et ça vous fait sourire. Pendant une heure, donc on va un peu moins d'une heure, on va essayer d'évoquer ensemble les politiques de prévention en matière de santé publique, mesurer leur efficacité et leur impact économique et surtout tenter de comprendre si elles cachent ou non des motivations commerciales. Et pour répondre à toutes ces questions, évidemment nous avons des grands spécialistes avec nous. Je vais commencer avec le docteur Anne-Marie Durand, qui est directrice de la santé publique à l'Agence régionale de santé en Auvergne-Rhône-Alpes. En quelque sorte, vous représentez l'État. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être présente sur ce forum. Docteur Pierre-Jean Ternamian, qui est médecin et représentant de l'URPS, c'est l'Union des professionnels de santé médecins dans la région. Il va arriver, il s'assiera sur ce fauteuil qui est encore vide, il est en route. Il pourra venir nous donner son point de vue dans quelques instants. Je poursuis avec le professeur Franck Chauvin. Professeur, vous êtes président du Haut Conseil de la santé publique, mais surtout spécialiste de la prévention et de l'éducation en cancérologie. Pour expliquer un petit peu ce qu'est le Conseil de la santé publique, le Haut Conseil de la santé publique, c'est un organisme d'aide que sollicite le gouvernement pour prendre des décisions en matière de santé publique. Exactement, c'est ça. Merci d'être avec nous et bonsoir. Et à ma droite, j'ai Annie Oussami, qui est maître de conférence et responsable pédagogique d'un master un peu spécifique. Certains ne le connaissent pas et pourtant il est très réputé. C'est un master à l'IAE de Lyon, master des industries pharmaceutiques et technologies médicales. Vous nous le présenterez un peu plus tard dans le cadre de cette table ronde. Bonsoir à vous. Si, avec plaisir. Et pour commencer, on va essayer déjà de bien cibler le sujet, la prévention. Qu'est-ce que c'est? C'est un sujet qui est très large. Et docteur Anne-Marie Durand de l'ARS, vous allez nous expliquer un petit peu, nous cadrer un petit peu ce que c'est que la prévention. Alors la prévention, on peut la définir comme étant toute action qui vise à prévenir la survenue d'une maladie ou d'une épidémie. Donc c'est vraiment un élément majeur qui contribue à la santé publique. Et c'est ça quand même l'objectif principal, avant même de réduire des dépenses ou de faire des économies. Le premier objectif, c'est de maintenir la population en bonne santé, de façon à profiter au mieux de la vie qui nous est offerte. Alors cette prévention, elle agit sur l'individu, elle a vraiment cet objectif-là, c'est-à-dire de donner à chacun de nous les capacités de pouvoir éviter toute maladie et rester le plus longtemps possible en bonne santé. Donc elle passe par une éducation à la santé, c'est-à-dire vraiment apprendre à chacun comment rester en bonne santé longtemps ou éviter de dégrader un état qui pourrait d'ores et déjà malheureusement présenter quelques difficultés, quelques déficiences par rapport à sa santé. Et peut-être quelque chose qui est moins connu, c'est on parle aussi de prévention pour tout ce qui est, donc j'évoquais l'éducation à la santé qui est une chose et qui s'adresse à tout un chacun, mais aussi c'est de promouvoir un environnement favorable à la santé. Alors quand on parle d'environnement, on pense à l'air, on pense à la qualité de l'eau, mais on pense peut-être un petit peu moins à la façon dont une ville est conçue, dont un bâtiment est construit, dont une habitation elle contribue aussi à maintenir une bonne santé collective. Planter des arbres dans une ville, ça fait partie aussi de la prévention, c'est-à-dire qu'elle contribue vraiment à améliorer l'environnement de tout un chacun et du coup contribue aussi à la santé. Alors vous allez me dire, on peut avoir des arbres qui contiennent des pollens, qui peuvent malheureusement nuire à la santé, mais l'idée c'est vraiment de travailler ensemble pour améliorer la qualité de l'environnement. C'est aussi un élément, l'emploi par exemple, le bon emploi contribue aussi à la santé publique. Toutes les personnes qui travaillent et qui ont un travail qui les satisfait, ceux-là
on peut considérer qu'ils vont pouvoir être en meilleure santé que quelqu'un qui malheureusement n'a pas de travail ou a des difficultés dans le cadre de son travail. Donc c'est vraiment un élément majeur. Pour poursuivre sur cette idée-là, donc la prévention, elle survient, elle est mise en place aussi, pas seulement pour prévenir la maladie, c'est-à-dire éviter que cette maladie ne survienne, mais aussi au tout début de la maladie. Plus la maladie sera dépistée tôt, repérée tôt, et mieux on peut penser qu'elle sera contenue et traitée avec efficacité. C'est à titre d'exemple les dépistages sur le cancer, dont parlerait bien mieux que moi le professeur Chauvin. Et puis elle survient aussi sur des pathologies chroniques. On l'utilise aussi pour prévenir l'aggravation de ces pathologies et éviter les déficiences, la perte de la dépendance, enfin la survenue de la dépendance. C'est vraiment un élément important avec par exemple l'éducation thérapeutique du patient ou la prescription d'une activité physique adaptée, par exemple tout au long de la vie, même avec une pathologie chronique évolutive. Donc c'est vraiment des éléments majeurs qui surviennent tout au long de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez de recul concernant certains types de prévention pour mesurer leur taux d'efficacité? Alors, on utilise des exemples et d'actions, enfin, on suit les actions qui ont été faites aussi dans d'autres pays. On voit l'évolution quand certains pays ont démarré plus tôt ces actions de prévention. On essaye de reprendre celles qui ont le mieux marché justement ailleurs pour pouvoir les adapter dans notre pays, à notre population. Donc oui, sur un certain nombre d'actions de prévention, on a un retour et on sait qu'elles marchent. Par contre, on est encore au début de ces actions de prévention. On met par exemple le focus actuellement très largement sur la petite enfance pour éviter, démarrer le plus tôt possible ces actions de prévention et faire en sorte que ces jeunes enfants au cours de leur vie restent en bonne santé. Et là, bien évidemment, pour savoir l'efficacité des actions qu'on va mettre en place, il faut les suivre tout au long de leur vie et ça, on ne peut pas le mesurer à l'instant T. On a un T0, c'est-à-dire on voit l'état de santé au moment où on met en place ces actions et on les suit au fil du temps pour savoir comment ça va évoluer dans notre pays. Vous représentez l'Agence régionale de santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous avez du coup des chiffres un peu spécifiques pour notre région? Est-ce qu'on est plutôt bon, mauvais élève dans notre région en termes de prévention ou même de dépistage? Alors, il y a plusieurs questions et plusieurs réponses qu'on peut apporter dans votre question. L'état de santé déjà de la population en Auvergne-Rhône-Alpes est plutôt meilleur qu'ailleurs, globalement. On a une satisfaction de ce point de vue-là. Par contre, cet état moyen, on va dire, de la population qui est plutôt meilleur, cache de grosses différences en fonction du secteur géographique en particulier ou des conditions socio-économiques de chacun. Et on a vraiment de très 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 gros écarts par rapport à ça. Alors, pour ne pas rester sur une pathologie, mais prendre plutôt des exemples sur la prévention, donc sur la vaccination par exemple, on a là aussi des chiffres de vaccination, bien sûr qui varient en fonction des pathologies qu'on a voulu éviter et qui sont couvertes par ces vaccins-là. On a un certain nombre de détracteurs de ces vaccinations, donc sur certaines zones géographiques, on a des difficultés à faire en sorte que la population soit suffisamment vaccinée pour éviter... Il y a un peu une peur qui s'est installée autour des vaccins. Alors, oui, il y a une partie de peur, puis il y a une partie aussi de dire mais c'est ma liberté, je ne veux pas qu'on m'injecte un certain nombre de vaccins, de parties de vaccins pour ne pas être malade, ça ne paraît pas naturel.
Et pourtant, ça marche. On a un certain nombre de maladies qui ont pu être éradiquées grâce à la vaccination. Donc c'est vraiment un élément important de prévention des maladies infectieuses. On ne protège pas de tout avec un vaccin. Mais sur les maladies infectieuses, on a vraiment un effet extrêmement positif de la vaccination. Par contre, dès que la couverture vaccinale, c'est-à-dire le nombre de personnes vaccinées baisse, mais malheureusement, le risque épidémique revient, et on a un exemple en ce moment en particulier avec la rougeole, puisqu'on a un assez grand nombre de cas de rougeole qui émergent dans notre région du fait d'une couverture vaccinale insuffisante. Avec un premier décès d'ailleurs constaté pour 2019. L'information est tombée cet après-midi. Je vais peut-être faire réagir le docteur Pierre-Jean Ternagnan qui vient d'arriver. On peut peut-être vous présenter. Vous êtes arrivé pile à l'heure. Merci en tout cas d'être avec nous. Pour vous représenter, c'est inscrit là-haut, mais vous êtes donc président de l'URPS. Donc vous représentez le corps médical, les médecins en tout cas, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. 13 500 médecins libéraux, et sachant qu'il y a 10 URPS, professionnels de santé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant les vaccins, est-ce que vous constatez, vous qui êtes sur le terrain, vous avez forcément des liens avec les patients en direct, est-ce que vous constatez qu'il y a un refroidissement, on va dire, global à se faire vacciner? Il y a surtout, si vous voulez, une inertie, partiellement politique. Si vous voulez une couverture vaccinale efficace, et Dieu sait si on reçoit des messages d'alerte de l'agence, qui on collabore, 95% c'est le taux de vaccination minimum pour arrêter une épidémie de rougeole. Aucun pays européen n'atteint ce taux-là. À 90% de vaccination, vous n'êtes pas efficace. 72 morts par rougeole en 2018. Quelqu'un qui est vacciné, même s'il a des facteurs de comorbidité, ne peut pas mourir de la rougeole en direct, mais mourra des comorbidités éventuelles. Vous avez 61% des personnes qui ont une rougeole qui sont hospitalisées, qui encombrent les services hospitaliers. Donc on a un vrai problème. Au niveau de l'URPS, on a développé un carnet de vaccination électronique en version mobile. Donc ça permet quoi exactement? Vous avez tout votre historique vaccinal et vous avez l'intelligence artificielle qui vous dit quoi faire en situation de crise, ou parce que vous êtes une femme allaitante, ou parce que vous êtes une personne âgée avec des comorbidités. Donc il y a une véritable intelligence artificielle. Donc c'est pour remplacer finalement le carnet bleu que vous avez jamais chez vous quand vous allez en urgence. On l'a présenté à notre ministre Agnès Buzyn, notre consoeur, il y a 2 ans aux Journées de Labo. Elle nous a dit c'est super. Alors, il y a eu un premier effet, c'est-à-dire qu'on a rendu 10 vaccins, on va dire, obligatoires. C'est très bien, mais ça concerne tous ceux qui sont à venir, les enfants. Toute une frange de la population, on va dire 30, 40 ans, pas forcément 50 ans, à part une couverture vaccinale optimale. 2, on offre le vaccin le carnet de vaccins électronique à tous les médecins. C'est un effort financier important de notre part. On l'offre au PMI de la région. On a même proposé à la CNAM de créer, si vous voulez, un bouton pour faire un dossier médical patient automatisé. On m'a expliqué l'an dernier, début 2018, que c'est bon, ça y est, ça a été généralisé. J'attends toujours, si vous voulez, je suis très sceptique. Il y a un fort décalage entre ce que l'on dit et la réalité du terrain, où peut-être que le carnet sera intégré dans le DLP. Un jour viendra. Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la Santé publique, on va vous donner la parole, un petit peu vous faire réagir aussi. Il y a vraisemblablement un constat d'une réelle lenteur entre les dispositions qui sont mises, les mesures qui sont prises aussi, et ce qui se passe réellement sur le terrain. Ça, la lenteur en tout cas, c'est quelque chose que vous constatez vraiment aussi? Enfin oui, on constate effectivement des lenteurs administratives, c'est des lenteurs dans la prise de décision publique qu'on peut comprendre, qui ont toutes leurs explications. L'État ne peut pas tout d'un coup décider en quelques jours de faire ceci ou cela. Mais si vous me permettez, puisque j'ai la parole, j'aimerais prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à ce dont on est en train de discuter. On discute depuis le début de l'après-midi dans un forum qui s'appelle Forum Santé Innovation.
Et de quoi avons-nous parlé? On a parlé de soins. On a parlé de soins essentiellement, si Madame Triet, on a parlé essentiellement de soins. Et en fait, on est dans un pays, il faut vraiment en avoir conscience parce qu'on est persuadé que notre pays, dans tous les pays c'est comme ça, on est dans un pays où on confond le système de santé avec le système de soins. 97% des 270 milliards d'euros de nos dépenses de santé, 97% sont consacrés aux soins. Et il reste quoi? Il reste 3% pour la prévention. Or, dans la santé d'une population, les soins interviennent à peu près pour 1/3 de l'état de santé de la population. Et donc, l'essentiel de la santé d'une population se passe ailleurs, en dehors du système de soins. Et la prévention consiste à agir non pas sur les maladies, mais sur les déterminants de ces maladies. S'il n'y avait qu'une seule définition à donner, c'est celle-là. Il faut agir sur les déterminants de la maladie et non pas sur les maladies. Concrètement? Concrètement, et c'est très compliqué pour des Français de le comprendre. Il faut vraiment comprendre, parce que, en fait, notre système de santé, qui est un système de soins, a un... Alors, excusez-moi, mais rien que l'assistante démontre, en fait, ça. Tout à l'heure, on parlait des soins, l'amphi était plein, on parle de prévention, il reste 1/3 de l'assistance. Et c'est normal, c'est normal. Pourquoi? Parce que notre système de santé, qui est un système de soins, a un intérêt objectif à ce qu'il y ait de plus en plus de malades. Et donc, les médecins vivent de quoi? Du nombre de malades. Les hôpitaux vivent de quoi? Du service d'urgence qui est saturé un samedi soir, etc., etc. Et en fait, la révolution culturelle à laquelle a appelé le président de la République, en disant il faut qu'on fasse la révolution de la prévention, consiste à considérer que l'essentiel, c'est de ne pas avoir de malades, plutôt que de dépenser des milliards à traiter les malades. Donc, vous mieux prévenir que guérir. Concrètement, c'est ça le et les dictons populaires l'ont dit depuis longtemps. Le seul problème, c'est quand vous regardez sur les 10 dernières années ce qui s'est passé, on a mis plus 20 milliards d'euros sur l'hôpital, on est passé de 70 milliards à 90 milliards, et on a mis eh bien, exactement la même chose pour la prévention. 6 milliards il y a 10 ans, 6 milliards maintenant. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Le seul problème, et excusez-moi, je ne vais pas être très long, mais ça me semble essentiel qu'on l'explique, c'est qu'on sait qu'on va dans le mur. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas payer les soins de tout le monde. C'est évident. Pourquoi? Parce que le taux d'augmentation des maladies chroniques, dont à peu près 1/3 est évitable. Le taux d'augmentation des maladies chroniques, actuellement, c'est 2,5% par an. Ce qui est très bien pour tous ceux qui font du soin, parce que ça leur assure des revenus supplémentaires, tous les hôpitaux, les médecins, etc. C'est parfait, c'est parfait. Moi, je suis ravi de ça. Enfin, quand même, en termes d'organisation sociale, ça pose un tout petit problème, parce qu'on dépense déjà le maximum de ce qu'on peut dépenser. Donc, en fait, vous posiez la question, vous ne la posiez pas comme ça, mais est-ce que c'est une nécessité ou une opportunité? C'est à la fois une nécessité parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, il va falloir rationner. Sinon, il va falloir rationner les soins parce qu'on n'aura pas de quoi payer pour tout le monde. Enfin, moi, j'entendais tout à l'heure une partie de la discussion. C'est illusoire de penser que tout le monde va avoir accès à la santé augmentée, à je ne sais pas quoi, des robots, etc. On va les payer comment? C'est impossible. Donc, c'est à la fois une nécessité et une opportunité. Mais ça me semblait important de le dire. On va continuer avec vous. On va continuer avec vous justement parce que, en tout cas, le gouvernement a pris des dispositions aujourd'hui. Ça va prendre du temps, mais ça va dans ce sens. Bien sûr. Et je prends qu'un exemple. Et le président, encore une fois, le 18 septembre, le président de la République l'a dit. La France est un pays qui soigne bien, mais qui prévient mal. Pourquoi il disait ça? L'espérance de vie en bonne santé en France, pour une femme, c'est 64 ans. C'est-à-dire que la moitié des femmes arrivent à l'âge de 64 ans en bonne santé. En Suède, vous savez combien c'est?
74 ans. Ils ont 10 ans d'espérance de vie en bonne santé de plus. Pour un pays, avoir une population en bonne santé, il n'y a rien de plus précieux. Il n'y a rien de plus précieux. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'on arrête de considérer que la santé est un coût, arrêtez même de considérer que les dépenses de santé font un trou. La santé, c'est un capital. Et un capital, il faut investir pour le préserver. Tous les économistes savent ça. Simplement, il faut faire les bons investissements. Et les bons investissements, ils se font avant que les gens soient malades. Alors, et Anne-Marie Durand le disait, quand vous regardez les déterminants de la santé, l'éducation à la santé chez les tout jeunes pèse extrêmement lourd dans le comportement en santé ultérieur. Est-ce qu'il y a aujourd'hui justement des thématiques sur lesquelles il faut insister, parce que c'est très large, l'éducation à la santé, ça passe par l'alimentation, le sport, et puis aussi voilà, notre environnement global. Est-ce que selon vous, il y a déjà des thématiques sur lesquelles on doit insister dès le plus jeune âge? Allez-y, on vous écoute, docteur Tanamian. Je pense que si vous voulez, sur la prévention, il faut la commencer le plus vite possible. Et typiquement, c'est un sujet qui concerne les adolescents. C'est bien pour ça que le directeur de l'ARS a imaginé, on était plusieurs à raisonner, et Anne-Marie Durand est bien au courant, c'est de se dire qu'avec la modification des études de médecine, où on va obliger les étudiants en médecine en milieu de cursus, on va dire, à faire un stage probablement hors des hôpitaux, on a suggéré de façon collégiale qu'on les envoie en mission scolaire pour faire de la prévention, parce qu'il suffit de s'arrêter devant n'importe quel collège ou lycée et de voir ce qu'ils font. À la pause, ils fument. Et pas forcément, on va dire, du simple tabac, ça peut être de la pâte à modeler, des fois. Donc, il y a un vrai effort à faire. Parce que c'est pris tôt, on leur donne une culture différente. Et donc, des économies, on va dire, importantes. Mais il n'y a plus de médecins scolaires. Je rebondis là-dessus parce que maintenant on commence à avoir quand même beaucoup de données. L'essentiel de nos comportements en santé est fixé vers l'âge de 10 ans. C'est-à-dire, actuellement, et c'est dramatique, enfin, quand vous lisez ça, c'est absolument impressionnant. Vous pouvez prédire quasiment l'espérance de vie de quelqu'un à l'âge de 10 ans. Et vous pouvez prédire les 13 ans d'espérance de vie de différence entre certains d'entre nous. On sait qu'il y a des gens parmi nous, il y en a qui vont vivre 13 ans de plus que d'autres. 13 ans, 13 ans. Et quels sont les facteurs déterminants? Alors, j'ai pas le temps de tout détailler, mais il y a un facteur. Non, mais je vais répondre à votre question. On sait qu'à l'âge de 10-11 ans, ce qu'on appelle l'ex-littératie, c'est-à-dire la culture en santé, il s'agit simplement de donner une culture en santé à la population, va conditionner l'essentiel des comportements en santé. C'est-à-dire que les gens vont effectivement adhérer à la vaccination, adhérer à la lutte contre les addictions par exemple, à la nutrition, l'activité physique, des choses basiques. Alors effectivement, ça ne fait pas rêver face à la génomique, les robots, l'intelligence artificielle. Effectivement, ça ne fait pas rêver. Le problème, c'est que c'est bien plus efficace. Et donc, il faut reprendre les notions de base, on le sait, et ça s'acquiert. Disons, avant 11 ans, une grande partie des choses sont réglées. Si vous permettez, oui, juste un complément de ce que dit le professeur Chauvin. Non seulement il faut que l'enfant connaisse ce qui est bien pour lui et pour sa santé, mais aussi un élément majeur qui est important pour lui, c'est d'être en capacité de dire non. C'est-à-dire que vous évoquiez tout à l'heure les addictions et notamment le tabac, pas que, mais notamment le tabac. L'image qui est véhiculée par le fumeur doit changer. Et c'est important d'être en capacité d'apprendre à l'enfant que c'est pas pour faire bien qu'on fume, mais qu'il y a vraiment une approche et il faut que l'enfant apprenne à savoir dire non et à dire non, mais il n'y a aucune raison pour que je fasse comme mon petit copain et le plus tôt possible. C'est vraiment ça qui est majeur et qu'ils sont en capacité de faire. Et pour rebondir sur ce que disait le docteur Tanamian, dans l'aspect formation professionnelle qu'on a pour les futurs professionnels de santé,
On a jusqu'à maintenant, et je fais partie de cette génération-là, nous en faisons tous partie ici, on a appris à repérer un symptôme d'une maladie et voir comment on le soigne. L'avenir de nos professionnels de santé, c'est pas seulement cet aspect-là, qui bien sûr est important, et ça reste un pan important, on l'a dit, mais c'est aussi de savoir faire de la prévention et de comprendre comment on explique à quelqu'un qui vient voir un médecin, je n'ai pas dit un patient, mais à quelqu'un qui vient voir un médecin, comment il va pouvoir éviter d'être malade. Donc, et comment il peut, par son comportement, éviter d'être malade. Et ça, c'est un élément qui est nouveau pour les médecins et qui est inscrit désormais, vous avez commencé à l'aborder, qui est inscrit désormais dans la formation initiale de ces professionnels de santé, qui est cet apport de la prévention et aller le porter, comme vous le disiez, auprès des enfants dans les écoles et accompagner les éducateurs, puisque l'éducation nationale aujourd'hui, même si elle a peu de médecins scolaires, c'est vrai, a un programme d'éducation à la santé qui est majeur, et cette participation des futurs professionnels de santé, surtout s'ils sont en pluriprofessionnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des jeunes médecins, il va y avoir des futurs jeunes infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens, tout ce petit monde-là va participer ensemble et du coup ça crée une culture aussi chez les professionnels de santé qui aujourd'hui est largement insuffisamment développée pour leur permettre de porter ces messages-là de façon optimale, on va dire, auprès de la population. Annie Oussami, vous êtes responsable pédagogique, notamment à l'IAE Lyon, du Master des industries pharmaceutiques et technologies médicales. Pour nous présenter brièvement ce master en quelques mots, mais surtout de quelle manière est-ce que la prévention, vous l'intégrez dès le cursus de ce master? Très bien. Alors nous, à l'IAE, on a un master 1 et un master 2 qui est spécialisé en management des industries pharmaceutiques et des technologies médicales. Donc ce serait un master qui est orienté vers l'enseignement pour les futurs cadres de l'industrie pharmaceutique et celle du dispositif médical. En master 1 et un master 2. Et on ouvre là, à partir d'avril prochain, un diplôme universitaire sur la santé ou la santé connectée. Tout à l'heure, pendant tout le long de notre forum, on a entendu une demande des entreprises et des porteurs de projets sur la santé et qui ne sont pas formés. Effectivement, donc on essaye de leur apporter cette formation encadrante qui va leur permettre à un moment donné de les accompagner, nous, les universitaires, et pas nécessairement des laboratoires pharmaceutiques, comme fait par exemple Boehringer Ingelheim qu'on a vu tout à l'heure, qui font très bien d'ailleurs. Maintenant, j'ai l'habitude de dire que l'excellence des filières commence à l'université. On a parlé tout le long que l'excellence de Lyon, et on a l'excellence sur le plan médical, et que ça commence à l'université. Et je rejoins tout à fait Madame Durand, comme Monsieur Chauvin, c'est que notre système de soins, ça commence aussi à l'université, et nos médecins sont formés aux soins. On ne les forme pas à la prévention, on les forme à soigner. Donc ils ont une maladie, ils s'apprennent à soigner la maladie, mais ils n'ont jamais intégré en fait le système de la prévention dans leur approche de soins. Ça veut dire que si on veut reprendre le système à l'envers, il va falloir tout recommencer. Ça veut dire qu'il faut associer tous les acteurs. Déjà, j'y reviendrai un petit peu au master là-dedans. La prévention ne peut pas être faite que par l'État, ou par l'ARS, ou par les médecins. Il faut associer les patients dans l'éducation thérapeutique, mais pas que, mais en les responsabilisant également, parce que c'est facile de leur apprendre, et ils continuent quand même des fois certains à ne pas nécessairement suivre ce qu'il faut, et ils font des conneries, et ce sont la collectivité qui paye quand même les conneries qu'ils font, pour ne pas dire ça autrement. Il faut associer aussi les mutuelles, la sécurité sociale, les CNAM. Dans quel sens? C'est qu'eux aussi, ils ont besoin de moins bien payer les soins. Donc si on accompagne des porteurs de projets et on leur donne un objectif de travailler sur des outils ou des applications ou des idées qui vont dans le sens de travailler sur la prévention, et on leur donne des bourses, qu'on leur donne des aides, ça coûterait probablement moins cher
que d'aller payer des soins et ainsi de suite. Donc c'est une approche... C'est une philosophie en fait. Non, c'est une approche multidisciplinaire. Elle ne pourra se faire que comme cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la prévention? On a une maladie, le cancer du sein. Le cancer du sein commence à coûter très cher, ça ne va plus, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait de la prévention. Là, récemment, j'ai rencontré une entreprise, je vous donne un exemple très simple. On parlait de diabète type 2. J'ai rencontré une entreprise récemment qui développe une solution pour les pharmaciens en prévention du diabète à travers la sueur. Des patients viennent à la pharmacie qui sont prédisposés parce qu'ils sont Y ou Z. Ils savent qu'ils peuvent être sujets à du diabète, ils peuvent aller à la pharmacie, ils posent leur main, en 2 minutes ils ont le résultat. Ce type d'application devait être remboursé par la sécurité sociale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cette entreprise, elle a demandé plusieurs fois à être remboursée, à être prise en charge. Dans d'autres pays, c'est pris en charge, pas chez nous. Et là, ça fait partie des outils qu'on peut proposer et encourager des entreprises qui vont dans ce sens-là. Donc nous, à travers le master, on essaie d'encourager, on travaille en tout cas sur la prévention pour nos étudiants, pour qu'ils travaillent un petit peu sur cette voie qui seront dans l'industrie pharma de demain. Et pour le DU santé, nous allons avoir en fait tout un jury pour sélectionner les projets, et on essaiera en tout cas sur la région Rhône-Alpes de sélectionner des projets qui vont plutôt dans le soin, parce que quand on travaille beaucoup sur les données, quand c'est gratuit et il y a des données, c'est vous le produit. Donc on essaie de faire de la prévention, et l'idéal c'est que tous les acteurs, région, Rhône-Alpes, CNAM, ou les différentes assurances, d'ailleurs nous, la mutuelle, l'assurance mutuelle Harmonie, je crois qu'elle nous accompagne aussi sur le DU, parce qu'ils ont compris l'intérêt pour eux d'accompagner des projets tels que ceux-là. Vous allez commencer à aborder un petit peu le dépistage, qui est donc une étape de la prévention. Aujourd'hui, il y a des accents qui sont mis. Typiquement, on est encore dans Mars Bleu, c'est le mois du dépistage du cancer colorectal. On a Octobre Rose pour le cancer du sein. Voilà, c'est des thématiques, des noms qui reviennent, qui commencent à devenir, on va dire, un peu marqués. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être, docteur Dernamian. En tout cas, l'accent a été mis sur ces cancers-là et sur en tout cas les dépistages de ces deux cancers. C'est encore trop peu, ou est-ce qu'il y a encore vraiment un grand pas à faire avant que tout le monde soit sensibilisé à ces dépistages? Pour qu'une campagne de dépistage marche, on va dire, c'est un peu comme la vaccination. Il faut d'abord que la population y adhère, et c'est loin d'être le cas en France. Autant si on prend le dépistage du cancer du sein, où on peut débattre à l'infini, il y a eu une progression, on va dire, de la participation des patientes jusqu'en 2008. À partir de 2008, on stagne. Donc, on est à un taux de pénétration dans la population aux alentours de 52%. Si vous voulez être efficace, une campagne, il faut que ça soit plus de 75%. Vous prenez un axe, vous avez un gradient, on va dire, méditerranéen. C'est-à-dire que quand vous êtes en Scandinavie, en Allemagne, en Angleterre, les femmes y vont, elles ont une image de leur corps qui fait qu'elles se prennent en charge. Et ils ont une différentielle de survie. C'est un peu propre à chez nous, c'est-à-dire qu'on est un petit peu craintif d'aller chez le médecin, de se faire dépister, même si c'est facile. Écoutez, il n'y a pas tellement de dépistage qui marche dans l'arc méditerranéen, que ce soit en Grèce, en Italie, en Espagne, en France. On est à des chiffres qui sont, on va dire, juste au-dessus du collet des 50%. Donc ce n'est pas efficace. On dépense des sommes folles, je dirais, pour une efficacité qui effectivement pose question et qui suscite des interrogations de la part de la population. Si on prend le sein, on va peut-être aller cibler une population, on va dire, plus risquée, avec un dépistage génétique, avec des IRM pour des patients qui ont vraiment une très forte probabilité. C'est un coût. Le deuxième point, c'est que si vous n'arrivez pas à convaincre la population, et quel que soit le milieu, je veux dire, c'est l'appareil même, on est toujours en plafond. En dépistage, on est pratiquement à... On vient de fédérer les structures départementales sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça représente quand même entre 11 et 13 millions d'euros mis, c'est-à-dire par département calculé, il y en a 12 ou 13 comme vous voulez, si on compte la métropole, c'est énorme comme dépense, avec un résultat sur un test, on va dire, pour le cancer colorectal au départ qui était une véritable fumisterie, avec 25% de résultats. On a un nouveau test, on va dire biochimie qui marche un peu mieux. Sur la mammographie, oui, ça, effectivement, ça existe, mais aller expliquer à toutes les patientes qu'il faut aller faire un dépistage du col, c'est bien. Est-ce qu'il ne faut pas se laisser le temps aussi, mettre les moyens et se donner le temps que les Français, les Françaises, en tout cas pour le cancer du sein, se réveillent? Non, je ne suis pas d'accord. Je me suis installé en 1989.
On a fondé la DEMAS, on était 25 ou 26 radiologues en 1999, l'année où je m'installe. 1989. D'accord? On a plafonné et on plafonne toujours à 52%, 54% je crois de mémoire dans le groupe. Mais ça patine. Donc il y a quelque part, on n'arrive pas à convaincre. On n'arrive pas à convaincre même à l'intérieur. Et il y a des avis divergents dans le corps médical. Donc c'est très compliqué, une affaire de dépistage. Vous avez conscience du coup de ce taux qui est un peu stagnant, docteur Anne-Marie Durand? C'est pareil, le taux il est extrêmement variable pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est très différencié en fonction des départements et même des secteurs en deçà du département. C'est-à-dire qu'on a des différences importantes. Alors quand vous disiez vous disiez quel que soit le public, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un public qu'on a beaucoup de mal effectivement à toucher, et on parlait de la littératie en santé, c'est-à-dire qu'il faut savoir être capable, ce qu'on n'arrive pas encore à faire, d'expliquer l'intérêt, le pourquoi du comment, pour reprendre le cancer du sein, le dépistage du cancer du sein, d'expliquer à toutes les femmes l'intérêt qu'il y a à faire ce dépistage-là. On s'aperçoit, pour le dépistage comme pour beaucoup d'autres choses, que les personnes qui sont sensibles à ça, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est la frange socio-économiquement relativement favorisée qui bénéficie de ces dépistages-là, et en général on a moins de difficultés à convaincre ces populations-là que toutes les autres pour qui la santé n'est pas le premier sujet d'inquiétude. Un certain nombre d'entre nous pensent d'abord à manger et de finir le mois avec les cadeaux dans leur porte-monnaie, plutôt qu'à se poser la question de savoir si par hasard, par malchance, ils vont développer un cancer du sein ou pas. Ce n'est pas la première priorité. Donc c'est vraiment extrêmement important que de trouver les moyens de convaincre ces populations qui sont plus difficiles à toucher. Les personnes handicapées, les femmes handicapées aujourd'hui bénéficient de beaucoup moins de dépistage organisé. Par contre, les autres, celles qui vont régulièrement visiter leur gynécologue, le gynécologue est tout à fait capable de convaincre et d'expliquer que même si elle ne fait pas un dépistage organisé au sens avec la convocation qu'on reçoit de la sécurité sociale, elle va pouvoir aller faire une mammographie qui fera un premier dépistage, et s'il y a un doute, on fera une deuxième. Donc il y a dépistage et dépistage, et c'est vrai qu'il faut trouver les bons arguments, il faut aller au plus près de la population, de celle-là, celle qui est la plus difficile à convaincre. Professeur Chauvin, vous qui connaissez ce qui se passe en Suède, quels sont justement qu'est-ce qui fait que finalement ça fonctionne en Suède et pas chez nous? Quelle est leur recette magique, et s'il y a une recette finalement à suivre? Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure en commençant, c'est-à-dire que les pays d'Europe du Nord ont une conception de la santé qui est différente de la nôtre. Nous, on n'a pas de conception de la santé, on a une conception du soin, ce qui est complètement différent des pays d'Europe du Nord. Quand vous discutez avec eux, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire eux, la préservation de leur santé est essentielle. En France, c'est pas ça. En France, nous, on pense qu'on va bien si on va voir le médecin. Mais en général, quand on va voir le médecin, c'est que ça va pas bien. Parce qu'il faut concevoir que notre système est fait, notre système de soins, en fait, c'est quand le système de santé n'a pas marché. Les gens consultent le système de soins quand le système de santé n'a pas marché. Donc il faut changer notre façon de penser. Et sur le dépistage, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec Anne-Marie Durand, bien sûr. Et en même temps, il faut voir les choses un peu plus dans le temps. Si vous regardez sur 15 ans, pratiquement pour toutes les pathologies cancéreuses qui ont un dépistage, et en fait, et je mets de côté le cancer de la prostate, complètement à part, parce que là, on a fait fausse route. Et là encore, il faut voir qu'il y a un marché qui s'est développé, puisqu'on est dans les tribunes de l'économie. Il faut voir ce que l'économie du dépistage de la prostate représente. Bref, je ferme la parenthèse. Mais globalement, le stade au diagnostic des principales maladies cancéreuses a régressé.
Alors, est-ce que c'est le dépistage ou pas? On peut discuter à l'infini, mais globalement, oui. C'est parce qu'on en parle, et quand les gens ont un signe, ils vont consulter, plus tous ceux qui vont faire des examens systématiques quand ils n'ont pas de signe, c'est-à-dire le vrai dépistage. Et globalement, on a gagné. Mais ce que dit Anne-Marie Durand est essentiel. Ce que dit Anne-Marie Durand est essentiel. Nous sommes le pays d'Europe dans lequel les inégalités de santé sont les plus marquées. Et quand vous regardez, y compris en termes de diagnostic de cancer, eh bien, c'est pas la même chose dans les milieux socio-économiques défavorisés que dans les milieux socio-économiques favorisés. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que la France est un pays égalitaire. La France, vous avez égalité, fraternité sur toutes les mairies. C'est un pays égalitaire. Et on sait maintenant que quand vous avez une approche égalitaire des problèmes, vous êtes inéquitable. C'est-à-dire que plus vous êtes égalitaire, et plus vous renforcez les inégalités. Et on a mis 15 ans à comprendre le mécanisme. Alors maintenant qu'on l'a compris, on cherche les modes d'action. Et les modes d'action, on les connaît, c'est exactement ce qu'a dit Anne-Marie Durand. Probablement que pour les dépistages, il faut d'abord s'occuper des gens qui en ont le plus besoin. Et globalement, eh ben, ce n'est pas ceux qui y vont spontanément. Il faut aller chercher ceux qui n'y vont pas. C'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'occuper plus des gens qui en ont le plus besoin. Il faudrait que la France devienne un pays équitable plutôt que d'être un pays égalitaire. Et si on arrive à faire cette révolution culturelle, là, on peut gagner la partie et diminuer nos inégalités de santé, enfin, qui sont quand même... Enfin, imaginons quand même. Il faut savoir ce que ça veut dire. Vous avez dans cette assemblée des gens qui, en moyenne, vont vivre 13 ans de plus que d'autres. On est le seul pays d'Europe qui est ça. On est le seul pays. Et moi, j'en suis vraiment pas fier comme professionnel de santé publique. Anne Lussamy, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. C'est qu'en fait, ce que dit le professeur Chauvin est tout à fait vrai, mais il n'y a pas qu'en Suède, en fait, où les choses se font différemment. Si on prend par exemple la Chine, les Chinois, le médecin chinois est payé en fonction d'une population qui est en bonne santé. S'il y a une population, plus ils sont en bonne santé, moins ils viennent le voir, mieux il est payé. Notre médecin à nous, enfin nos médecins à nous, plus ils ont de patients, plus ils sont payés. Donc déjà, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Alors, je précise quand même que le médecin français, c'est le moins payé d'Europe. Non, mais c'est pas pas la numéro 1. 40% de salaire en moins que tous les autres pays européens. 2, on veut bien voir tous les patients de la Terre, mais les journées ont 24 heures. Donc, dans tous les cas, à moins que, effectivement, comme on a vu un lapsus révélateur récemment, on oblige les médecins à avoir non pas 4 patients à l'heure, mais 6, voire 7, pour avoir des objectifs avec une usine à gaz dont on peut parler puisqu'elle est au sujet à terme, qui est la rémunération sur objectif de santé. Mais il ne faut pas tomber dans ce travers. Mais non seulement sur la prévention, mais sur le soin. Il y a une étude récente qui a montré qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, indépendamment de la prévention, si jamais dans cette assistance, il y en a qui sont dans l'Allier, dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme, dans l'Isère ou la Haute-Savoie, vous n'avez pas du tout la même chance de survie si vous avez un cancer du pancréas. Et moi, je suis tombé raide quand j'ai découvert qu'effectivement, il y a une étude européenne qui a été diligentée sur plusieurs pays, y compris la France, et à l'intérieur de l'Auvergne-Rhône-Alpes, vous n'avez pas du tout la même chance de survie si vous avez un cancer du pancréas à Aurillac, il vaut mieux aller voir le notaire tout de suite. Métropole, vous avez un peu de marge, tout petit peu. On va peut-être conclure avant de passer aux échanges avec vous. En plus, on n'est pas très nombreux, donc ça tombe bien, tout le monde pourra avoir le temps de s'exprimer comme ça. On va conclure avec vous, docteur Anne-Marie Durand. C'est que finalement, il y a quand même, on va dire, de bons signaux aujourd'hui. Vous le disiez un petit peu, hein, professeur Chauvin aussi, c'est qu'on est quand même en marche, sans jeu de mots. Alors, il y a une réelle prise de conscience, en tout cas, du besoin de prévention et de changer ces paradigmes, tout en maintenant une qualité des soins et autant que faire se peut un accès aux soins qui soit de qualité. Mais on a vraiment aujourd'hui une démarche qui vise à renforcer la prévention. Long sera le chemin.
Mais je crois qu'on est en bonne voie et qu'en tout cas les mesures peu à peu se prennent pour effectivement renforcer la prévention et modifier le paradigme tel qu'il a été présenté tout au long de la journée, mais aussi là sur cette soirée. Une rapide conclusion, docteur Pierre-Jean Martin. Une conclusion, un exemple, parce que ça va tous vous concerner. Dépistage du cancer, dépistage du cancer du sein. On a essayé d'imaginer un système, lorsque vous avez un dépistage, vous avez une première lecture et une deuxième lecture. Première lecture, elle est faite dans des structures à 95% libérales, digitalisées, critères de qualité. La deuxième lecture, qui rassemble les experts, est faite à l'ancienne, avec un film argentique, un dégatoscope qui part je vais dire une grossièreté, qui part en lambeaux, et donc on met les experts avec du matériel où il y a une perte de chance pour chacune des femmes qui auront un cancer et qui ne sera pas dépistée en deuxième lecture. La région Auvergne-Rhône-Alpes, entre les URPS, l'ARS, on avait présenté un projet au ministère qui permettait de prendre en charge l'ensemble des départements, c'est-à-dire pratiquement 350 000 examens. Quelle était la réaction? On a dit, oh là là, c'est trop, 10 000, on teste, 10 000, et bien évidemment, Auvergne-Rhône-Alpes a été au piquet. On avait une chance historique de pouvoir, c'est le dernier pays d'Europe où on fait un dépistage deuxième lecture en film argentique, on est les derniers de la classe, ça n'a aucune importance. C'est à l'image du système. Alors on peut peut-être espérer, mot de la fin, c'est que le plan de santé, effectivement, le premier alinéa, si vous regardez le plan de santé 2018-2022, c'est chapitre 1, la prévention. C'est la première fois que ça arrive. En tout cas, c'est positif. Merci à tous les quatre. Est-ce que vous avez maintenant la parole? Si certains veulent poser quelques questions, nous sommes à votre disposition encore 7 minutes. Alors madame, on va vous apporter un micro. Madame au fond, pour commencer, et puis ensuite monsieur, si vous n'avez pas les mêmes questions. On vous écoute. Oui, je suis médecin retraité, donc j'ai une question à vous poser de façon scientifique. Pour les vaccinations, je suis partisan de vacciner au maximum. Mais la question qui m'intrigue, c'est qu'on sait maintenant que pour les enfants de moins de 3 ans, les risques des vaccins n'est pas totalement négligeable. Donc est-ce que dans les pays du Nord, par exemple de l'Europe, est-ce qu'on oblige tous les enfants, dès la maternelle, dès la crèche même, à avoir 19 vaccins ou je ne sais pas quoi? Oui, avec l'obligation vaccinale qui a décidé la ministre en arrivant, dans les premiers mois après qu'elle ait été nommée, la France rejoint à peu près le standard des pays européens, c'est-à-dire qu'on a les 11 vaccins obligatoires qui existent à peu près dans tous les pays. Et on n'a pas de données qui permettent de dire qu'on mette en danger la population des enfants en les vaccinant comme ça très tôt. Il n'y a aucune donnée. Et ce qui est très intéressant avec la vaccination, vous savez que de tous les pays de l'OCDE, c'est la France qui croit le moins en l'efficacité des vaccins. Tout à fait bizarre, au pays de Pasteur, au pays de Mérieux, etc., qui ont fait tellement pour la vaccination, c'est le pays qui croit le moins à la vaccination. Je crois qu'il faut qu'on s'interroge là-dessus, et plus que l'efficacité, parce que toute intervention chez un humain a évidemment des risques potentiels, bien évidemment, il y a des risques potentiels, mais qui sont minimes par rapport aux bénéfices, et il faut qu'on s'interroge pour essayer de comprendre pourquoi la population est réticente comme ça face à la vaccination. Alors on commence à avoir des pistes sur ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est en train de se modifier. Ça s'est modifié là cette année, et qu'on voit que la population commence à réadhérer à la vaccination, et à telle enseigne que par exemple on a été en rupture de stock du vaccin contre la grippe au mois de décembre, on ne trouvait plus de vaccin. Parce qu'il y avait une surconsommation par rapport à ce qu'on attendait. Donc le vaccin est un très bon exemple, et il faut vraiment
qu'on travaille là-dessus. Merci, professeur, vous voulez compléter? Oui, juste pour compléter, effectivement, c'est un très bon exemple, mais en même temps, c'est aussi un contre-exemple. C'est-à-dire que si, pour prouver l'efficacité de la vaccination, l'important, il est collectif. C'est-à-dire que le vaccin, il protège la personne qui est vaccinée, mais plus on a de personnes vaccinées, et plus on protège le collectif, et donc les personnes qui ne peuvent pas l'être, parce que malgré tout, il y a un certain nombre de personnes qu'on ne peut pas vacciner parce qu'elles ont un état qui ne le permet pas. Et donc ces personnes-là, il faut que le collectif autour soit suffisamment vacciné pour éviter la dissémination du virus, de la bactérie. Donc c'est vraiment un élément majeur. Et à titre d'exemple là-dessus, la coqueluche, on pousse à la vaccination non pas des nourrissons qui sont les plus fragiles et les plus sensibles à la coqueluche, mais leurs parents et tous ceux qui sont autour, de façon à les protéger de la circulation de ce germe. On a une autre question. Monsieur, est-ce que vous êtes toujours partant? On vous écoute. Vincent Rémy Borgela, je suis médecin généraliste, accessoirement secrétaire général de l'URPS, mais c'est ma première casquette qui me fait poser la question. Il n'a pas été évoqué tout un réseau qui serait possible de mobiliser pour faire de la prévention, c'est le réseau des acteurs de soins primaires. Et je pense aux médecins généralistes et aux pharmaciens. Les médecins généralistes voient 1 million de personnes par jour en consultation, les pharmaciens voient 20% de plus de personnes. Les pharmaciens voient 100% de la population, alors que nous, généralistes, on voit 80% de la population. Ça, c'est ma remarque. La question, c'est, avec la modification du calendrier vaccinal, on a supprimé le rappel à 16 ans. Avec la modification des textes réglementaires, il est plus nécessaire de faire tous les ans un examen d'aptitude au sport. Or, ces deux conditions étaient un temps extraordinaire pour parler santé, et je rejoins tout à fait ce que disait M. Chauvin tout à l'heure, en général les passe-soins avec les adolescents qu'on voyait, et en particulier le bon usage de sa santé, la responsabilisation, les problèmes de toxicomanie, les problèmes d'infection sexuellement transmissible, tout ça. Donc en fait, ce qui nous manque, nous, acteurs de proximité, ce sont les consultations de prévention. Et pourquoi n'y a-t-il pas de consultations de prévention qui sont développées pour cette tranche d'âge où visiblement on peut encore agir, on peut faire une prévention parce que nous, acteurs de proximité, on connaît les enfants, on les a vus depuis qu'ils ont 1 mois, on sait comment leur parler, on sait quel est leur entourage et on sait quels sont les conseils que l'on peut donner spécifiques, adaptés à chaque enfant. Écoute, Vincent, je poserai la question demain au directeur de la CNAM dans le cadre des négociations conventionnelles auxquelles je participe. J'ai bien reçu ton message, on est bien d'accord. Mais ça fait des années qu'à chaque négociation conventionnelle, on demande une consultation de prévention. Et là, on nous sort la calculette et dit « Ah non, on ne peut pas. » Parce qu'on soigne, mais on ne prévient pas. Justement, c'est une excellente remarque, docteur, merci beaucoup, parce qu'en fait, c'est vous qui êtes je dirais, au plus proche avec les pharmaciens des patients. Et tant qu'on n'a pas une politique et des objectifs et une stratégie de santé publique pour parler prévention, on ne le fera jamais. Parce que ça sera que des coups par coup. On va négocier, on va vous dire non, j'ai pas d'argent, parce que moi je l'ai mis ailleurs. On fait des choix. Donc, par contre, dès lors qu'on a une politique réelle et une stratégie du coup, avec des objectifs précis, annuels, biannuels, pour pouvoir faire cette révolution vers la prévention, là on pourra le faire. Et là ça s'inscrira naturellement dans cette politique-là. Et on ne pourra pas faire de la prévention sans nos médecins et sans nos pharmaciens. Oui, juste pour préciser les choses, la rémunération sur objectif de santé publique, elle va dans ce sens-là. Je suis d'accord, elle est totalement insuffisante aujourd'hui. Mais vraiment, c'est une... Expliquez-la peut-être. Alors, dans le cadre conventionnel qu'évoquait tout à l'heure le docteur Ternamian et les liens avec la sécurité sociale, il est convenu qu'il y ait une rémunération spécifique qui soit donnée aux praticiens dès lors que des objectifs de santé publique sont remplis et ces objectifs sont fixés dans la convention, en tout cas en termes de dynamique. Alors on a, je ne sais pas, le suivi d'un diabétique par exemple qui était dans la convention, alors vous en parleriez bien mieux que moi parce que... C'est qu'en fait c'est une usine à gaz. Et le résultat varie d'une année à l'autre. Si vous prenez les mêmes indicateurs, le médecin généraliste spécialiste, une année va toucher avec les mêmes objectifs, les mêmes critères, une année il va toucher 3 200 €,
40% en baisse par rapport à l'année d'avant. L'année suivante, par exemple pour cette année, pour la ROS de 2018, le médecin généraliste spécialiste a touché à peu près 4200, parce qu'il y a une partie, on va dire, sur objectif, puis il y a une partie socle structure. Donc, si vous ne changez pas les critères, et c'est là où on touche à un bureau, c'est-à-dire que si vous ne changez pas vos critères chaque année, quelque part c'est un véritable dent de scie. Or le médecin il fait toujours son travail, il essaye de soigner les gens, de faire un peu de prévention et de traiter les gens. Et résultat, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais ça marche très mal. Et il faut simplifier ces mécanismes, à mon sens, pour, je dirais, motiver les populations, et en particulier le corps médical qui est en première ligne. Parce que sinon, si vous avez une variation de 40%, qu'est-ce que vous voulez? On baisse les bras. Si je peux me permettre, donc du coup, il y a un proverbe chinois, je reviens toujours sur les philosophies comme ça, c'est sympa. Il y a un proverbe chinois qui dit on peut vivre dans le même lit, mais ne pas partager son rêve. Quand on est en association avec la sécurité sociale, par exemple, qui elle a des objectifs plutôt économiques, elle va mettre des objectifs par rapport à ses attentes. Vous médecin, vous prescrivez tant de génériques, ou tant de ci, ou tant de ça, et vous avez tant de points. Donc là, vous êtes un bon médecin, donc vous avez le droit à votre bonus. Alors que, et là, ça peut changer d'un point à l'autre. Donc, tant que tout cela ne s'inscrit pas dans une politique, une stratégie globale, commune de prévention, ça ne se fera jamais. Il faudrait qu'on soit dans le même lit, mais qu'on partage également le même rêve. Et là, du coup, pour le moment, c'est pas le cas. On me fait signe que les questions c'est terminé. Je suis navrée, je vous inviterai peut-être à vous rediriger, à interpeller en tout cas.